Très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois dans le cadre de ces conférences débats à Hiwarna. Cette rencontre qui nous permet d'échanger autour de sujets géopolitiques, qui nous permet d'avoir l'avis des experts, mais aussi d'avoir vos avis. Comme je le dis souvent en début de conférence, on va peut-être échanger, poser quelques questions, mais aussi vous aurez droit à la parole à la fin de cette conférence et vous pourrez bien sûr poser toutes vos questions. Donc vous les gardez peut-être un petit peu au chaud pour la fin du débat qui durera à peu près 1 heure. Voilà, alors aujourd'hui, le sujet qui a été donc retenu, on en a peut-être parlé dans une des conférences débat Hiwan en amont il y a quelques mois, c'était par rapport au Sud global. Aujourd'hui, on parle du Sud global et des moyennes puissances. Et la question qui se pose, est-ce qu'il y a un nouveau monde qui se met en place? Alors, le contexte, c'est bien sûr ces conflits en Ukraine et au Proche-Orient qui ont profondément marqué la géopolitique mondiale. Alors les crises, elles sont éloignées géographiquement, mais elles sont aussi révélatrices de mutations profondes des relations internationales. Et en parallèle, ces crises s'inscrivent dans la dynamique d'émergence de puissances moyennes et bien sûr du rôle croissant du Sud global dans les affaires internationales. Et à titre d'exemple, on peut citer le groupe BRICS, donc, qui était formé en 2009 avec le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Et puis en 2024, ça a été récemment donc élargi en acceptant des membres comme l'Égypte, l'Iran, l'Éthiopie ou encore les Émirats arabes unis. Donc voilà, ceci nous pousse un petit peu à avoir cette réflexion ce soir qui est au cœur de ce débat, Sud global et moyenne puissance vers un nouveau monde. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir donc à ma gauche Monsieur Mansour Barti, alors actuellement membre du comité directeur du Conseil tunisien des relations internationales et président de l'Association tunisienne pour les Nations unies. Mansour Barti, vous êtes diplomate de carrière, vous avez été représentant permanent de la Tunisie auprès des Nations unies à New York entre 2019 et 2020, après avoir été conseiller diplomatique du ministre des Affaires étrangères, c'était entre 2016 et 2018, représentant permanent de la Tunisie auprès des Nations unies à Genève, 2011 à 2013, et puis ambassadeur à Séoul entre 2005 et 2017. Bonsoir et merci d'accepter l'invitation. Et puis à ma droite, Monsieur Michel Duclos, vous êtes conseiller spécial géopolitique et diplomatie à l'Institut Montaigne, qui est un think tank français. Et bien sûr, avant d'occuper cette fonction, vous avez été diplomate de carrière, notamment ambassadeur en Suisse entre 2012 et 2014, et en Syrie entre 2006 et 2009, et conseiller diplomatique du ministre de l'Intérieur français, c'était entre 2009 et 2012. Vous avez également été l'auteur de La longue nuit syrienne, paru en 2019, et La France dans le bouleversement du monde en 2021 aux éditions L'Observatoire. Vous avez également dirigé 2 livres, Le monde des nouveaux autoritaires, sorti en 2019, et Guerre en Ukraine et Nouvel ordre du monde, c'était en 2023, tous les deux coédités par l'Institut Montaigne et les éditions de l'Observatoire. Merci d'accepter l'invitation. Marhaba bikoum. Alors c'est vrai qu'avant de commencer, il faut poser quand même les jalons. On parle beaucoup de Sud global. Alors, depuis quelques années déjà. On va peut-être commencer par une définition de chacun de vous, le Sud global tel qu'il est perçu aujourd'hui. Et qu'est-ce qui le différencie des précédents mouvements? On peut citer les non-alignés. Et puis aussi, quels sont peut-être les points en commun qu'il peut avoir avec ce qu'on appelle les pays des puissances moyennes. Je vais peut-être commencer par vous, Monsieur Michel Duclos. D'abord, merci beaucoup de cet accueil. Très heureux d'être parmi vous ce soir. Euh, j'ai peu de goût pour les querelles sémantiques parce que je n'ai pas fait d'études supérieures vraiment. Et en France, c'est très problématique parce qu'il y a des mots comme ça qui ne passent pas. Si vous dites Sud global, immédiatement, on vous dit mais ça n'existe pas, il n'y a pas de cohérence entre ces pays, c'est trop hétérogène, vous ne pouvez pas mettre dans le même sac. La Chine, l'Indonésie et le Malawi, et donc oublier cette expression. Alors j'essaie de rétorquer à ça, mais si ces pays veulent s'appeler comme ça, c'est pas à nous de leur dire comment ils doivent s'appeler. Et par exemple, une chose qui m'a frappé, c'est que les Chinois ont horreur d'utiliser le vocabulaire justement reçu dans le circuit international. Et je me suis aperçu l'autre jour qu'ils utilisaient l'expression Sud global, ce qui veut dire quand même quelque chose. Et j'ai dîné avec, dans le cas du Forum de Paris par la paix, avec
d'éminentes personnalités chinoises qui parlaient du Sud global, alors en souriant, avec des réserves, mais enfin, quand même, ils utilisaient l'expression. Donc ça, c'est le point de départ. Et quand vous regardez de près, euh, vous trouvez quand même un sens à cette expression, parce que jadis, on parlait de tiers-monde, ce qui était un peu péjoratif. On parlait de non-alignés, ce qui voulait dire c'est des pays qui ne prennent pas parti dans le conflit Est-Ouest. Non, les non-alignés ne prenaient pas parti. C'était ça leur ligne, même si en pratique, évidemment, l'Inde était plutôt du côté russe, d'autres du côté américain, mais la ligne du mouvement, c'est ça. Le Sud global obéit à une autre logique. D'abord, grâce au monde global tel qu'on le connaît, ces pays ont acquis un statut dans les chaînes de valeur internationales qui fait que c'est plus le tiers-monde. Et un certain nombre d'entre eux sont même devenus, en termes de PIB, plus importants que bien des pays européens. Et donc, je trouve que ça correspond quand même à une réalité et c'est plus flatteur pour eux. Alors, pour contourner la difficulté sémantique française, je me suis dit, intéressons-nous à un autre phénomène qui est la montée en puissance, justement, des moyennes puissances, des puissances moyennes. Vous savez, en anglais, on dit middle powers. Et en français, puissance moyenne, c'est un peu péjoratif là aussi, donc j'ai dit moyenne puissance, avec un objectif secret, pédagogique. Alors, je vous demande de ne pas le répéter, bien sûr. C'est de dire la France devrait arrêter de se comparer toujours aux États-Unis, la Chine et la Russie. Elle ferait mieux de regarder dans une ligue de pays qui est plus, en réalité, à sa dimension. Déjà, l'Inde, c'est déjà un peu gros. Donc, les moyennes puissances. Et puis, ma réflexion sur ces sujets avait commencé par un intérêt sur les BRICS que j'avais étudié en 2014-2015. J'ai fait la dernière note que j'ai faite au Quai d'Orsay, c'est sur ce sujet. Et j'ai fait un article dans la revue Commentaire qui s'appelait Les puissances émergentes et, la politique mondiale. Et je me posais la question, pourquoi sur l'annexion de la Crimée d'un côté et sur la révolution en Syrie de l'autre, on n'a pas avec nous, nous occidentaux, le Brésil et l'Inde, deux grands pays démocratiques qui devraient réagir comme nous. Et donc je suis allé dans ces pays essayer de vérifier pourquoi justement ils ne pensaient pas comme nous. Et ça a été un peu le début de cette réflexion. Et là, il s'est produit quelque chose dans les derniers mois, c'est que je crois que la guerre en Ukraine a fait faire irruption au sud global sur la scène internationale. C'est-à-dire, c'est là quand même qu'on a pris conscience qu'il y avait un phénomène, sinon nouveau, en tous les cas, un phénomène majeur de pays qui, pour la plupart d'entre eux, avaient blâmé l'agression russe, mais qui ne voulaient pas participer à la politique de sanctions et d'isolement de la Russie. Et qui considéraient, c'est ce qu'ils disent, M. Ambassadeur, vous aurez un avis différent, mais souvent, quand on leur parle, ils disent, mais l'Ukraine, c'est un truc d'Européens, ne nous cassez pas les pieds, il y a bien d'autres problèmes dans le monde. Donc là, il y a un clivage fondamental. Il va de soi que ce clivage s'est aggravé par la guerre israélo-palestinienne. Et là aussi, il y a eu un facteur très important, c'est la réunion des BRICS de cet été à Kazan. Parce que pendant très longtemps, donc, je faisais des papiers sur les différentes sommets des BRICS et on me répondait, mais c'est un doux maniaque, ça n'existe pas, c'est des gens qui se réunissent mais qui n'ont rien en commun, etc. Là, à Kazan, on a vu un élargissement considérable des BRICS. C'est à partir de l'affaire ukrainienne que les candidatures se sont multipliées. Et on a vu à Kazan M. Poutine, pendant une journée entière, dialoguer avec ces pays pour dénoncer l'Occident et son soutien à Israël. Et l'Ukraine était passée complètement à l'as. Donc maintenant, même dans nos vieux pays et dans nos bureaucraties un peu vieillottes, on est obligé de considérer qu'il y a quand même quelque chose qui se passe.
pourquoi. Ça reste encore à préciser, naturellement, mais autour de ces trois notions, je crois qu'on est obligé de construire une réflexion. Justement, est-ce que, Monsieur Bat, vous êtes d'accord sur, Monsieur Duclos parle d'une réalité aujourd'hui, notamment à partir de, vous pouvez garder le micro, notamment à partir de ce qui s'est passé, donc la guerre russo-ukrainienne, et à partir de là, donc le Sud global s'est imposé, en tout cas selon Monsieur Duclos. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on a parlé en off d'une toute autre réflexion. Je dois commencer par remercier les organisateurs pour l'invitation. Et moi, je vais suivre une autre approche. Je vais venir à l'histoire de l'Ukraine et la position du Sud, puisque j'ai développé un papier concernant cette question pour répondre à M. Duclos. Mais permettez-moi, Madame, de bénéficier d'un peu de temps pour expliquer sur un plan historique l'évolution des choses. Classer les pays en fonction de leur richesse ou leur appartenance idéologique n'est pas nouveau. Elle remonte à l'époque de la guerre froide. Il y avait le bloc de l'Ouest et il y avait le bloc de l'Est. Donc, le bloc de l'Ouest ou occidental, il avait ses propres mécanismes, l'OTAN, l'OCDE, le G7 et pas mal de mécanismes. Les pays aussi, le bloc de l'Est, il avait ses mécanismes, notamment le traité de Varsovie, et il appartenait pratiquement tous à l'ex-URSS. Et avec l'indépendance, un grand nombre de pays a commencé à émerger. C'est Alfred Sauvy, un Français, qui a commencé dans un article très célèbre, trois mondes et une planète. Il a qualifié les pays, les nouveaux venus, d'un pays de tiers-monde par référence à tels États. Les pays en développement ou les pays n'étaient pas très satisfaits et le mouvement des non-alignés qui a vu le jour à Bandung en 1955 a choisi, a préféré la notion de mouvement des pays non-alignés. Et le premier sommet de ce mouvement en 1961 à Belgrade a consolidé cette appellation. Mais il y avait un problème économique qui est venu se greffer au problème de l'émancipation des pays, notamment africains. Une coalition de 77 pays s'est dressée pour demander une rectification des normes en matière de commerce international. Et comme ça a émergé le groupe 77. Cette coalition a permis la mise en place de la CNUSED, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, l'établissement officiel du groupe 77, l'appellation de ces pays, les pays en développement, et en dernier lieu, l'introduction de la symétrie dans le commerce international par l'adoption de ce qu'on appelle le traitement différencié plus favorable qui a été intégré dans les normes de commerce international. Voilà donc, j'allais dire que le mouvement de non-aligné est resté, j'allais dire, une instance politique. Elle est toujours active. Elle est toujours active dans les instances politiques. La conférence des désarmements, pour ne pas le nommer, mais la conférence des désarmements est bloquée. Et au Conseil de sécurité, les CPI, c'est-à-dire souvent, il y a parmi les membres élus du membre du Conseil de sécurité, pratiquement 6 pays en développement et la plupart appartiennent au mouvement non aligné, donc il y a des concertations entre ces pays. Mais le mouvement là où il y a réellement une action, c'est au niveau du groupe 77. Le groupe 77 est le creuset des positions des pays en développement, notamment sur le plan, j'allais dire, économique.
Le groupe 77 existe jusqu'à aujourd'hui. Il regroupe ce qu'on appelle les pays de groupe A, parce qu'au départ, on classait les pays en 4 groupes. Le groupe A, c'est Afrique-Asie. Le B, c'est les pays de l'OCDE. Le C, c'est les pays de l'Amérique latine. Et le D, c'est les pays de l'Est. Donc, on a, j'allais dire, amalgamé le A et le C pour donner le groupe 77. Mais le groupe 77 repose sur le principe d'autosélection. Donc, il y a des pays qui viennent et d'autres qui partent. Les pays qui sont partis, il y a la Nouvelle-Zélande, l'un des pays fondateurs de ce groupe. Il y a le Mexique, il y a la Corée du Sud. Ils ont quitté le groupe. Mais d'autres sont arrivés, notamment dans le groupe, c'est la Chine qui est venue renforcer le groupe. Et depuis, on l'appelle le groupe 77 plus la Chine. C'est là où a commencé à germer cette idée de Sud global chez les journalistes. Mais dans les instances onisiennes, on parle de groupe 77 plus la Chine. Donc, ce sont des points essentiels. Vers la fin des années 70, il y avait 2 événements très importants. L'année 73, il y avait eu ce qu'on appelle le sommet des pays non alignés à Alger, qui a adopté une résolution qui a été présentée à l'Assemblée générale demandant un nouvel ordre économique international. Elle a été présentée par le président de l'Assemblée générale de l'époque, Feu Abdelaziz Bouteflika. Et aussi, il y avait l'embargo pétrolier qui a amené la création au sein du groupe de 77 d'un groupe dit les pays les moins avancés, les PMA. Ce groupe il continue à exister, mais le nombre de pays est plus restreint qu'au départ. Et vers les années 70, on a créé un nouveau groupe. On dit les pays émergents. Qu'est-ce qu'on entend par pays émergents? Un pays qui participe au commerce international à un niveau de 1% ou qui a un GDP équivalent à 1% du GDP mondial. Donc, vous avez là le Mexique, vous avez là la Corée, et vous avez là d'autres pays, l'Afrique du Sud. Ce sont un grand nombre de pays qu'on appelle les pays émergents, et la Banque mondiale a tout de suite épousé cette notion, et donc nous retrouvons au sein du groupe 77 toutes ces structures. Le groupe 77, il concerne tous les pays en développement. Il y a un petit groupe des pays les moins avancés ou les pays insulaires. Maintenant, on parle davantage des pays insulaires. Souvenez de ce que vous passez récemment à l'occasion de la COP 29, je pense. Et il y a aussi les pays émergents. Donc, voilà les concepts qui continuent à fonctionner au sein du système des Nations Unies. Le Sud global ou le Sud, je pourrais éviter d'utiliser le Sud global, est un concept qui a émergé aux années 50. 59 exactement, c'est un ambassadeur britannique auprès de Washington qui a inventé ce concept, mais il n'a pas fait fortune. Parce que à l'époque, les pays non alignés préparaient leur sommet à Belgrade. Donc, les journalistes n'ont pas prêté attention. C'est en 69, 10 ans après, qu'il a été vulgarisé par un journaliste américain qui parlait ou qui s'attaquait à la politique de son pays concernant le Vietnam. Et il a dit que des décennies d'oppression des pays du Nord à l'égard du Sud ont fait qu'il y a une situation sociale catastrophique dans ces pays. Mais j'allais dire, ce concept a connu sa fortune et ses mésaventures en 1980 avec
ce qu'on appelle le rapport Brandt. Brandt, c'était le nom de l'ancien chancelier allemand qui a élaboré ce qu'on appelle le rapport Nord-Sud. Et il a illustré ce rapport dans la page de garde avec ce qu'on appelle la limite sud ou la ligne de démarcation nord-sud. Cette ligne, elle a marqué l'imagination et la polémique et la controverse. Cette ligne, elle part du sud des États-Unis, elle sépare comme elle sépare le Mexique des États-Unis. Elle plonge vers la Méditerranée, elle sépare la Méditerranée en deux. Elle remonte vers la Turquie, pour ne pas dire qu'elle la divise en deux, pour aller vers le nord, pour englober la Mongolie et la Chine dans le sud, et dégager paradoxalement des pays de l'hémisphère sud, la Nouvelle-Zélande et l'Australie dans le nord avec le Japon. Donc, vous pouvez imaginer, c'est là où ce concept du Sud a fait fortune chez les journalistes. Donc, pour vous dire qu'il y a des concepts qui sont le jargon officiel des Nations Unies qui est utilisé, qui est choisi par les pays, et il y a un autre jargon que nous acceptons parce que vous, les journalistes, vous l'utilisez, et on fait avec, j'allais dire. Et voilà. un peu plus démocratisé. Plus démocratisé. Pour ce qui est de puissance moyenne ou pas moyenne, là, on va s'arrêter ici. On peut appeler les pays émergents puissance moyenne. Oui, d'accord. Donc, mais là, dans l'intitulé de ce sujet aujourd'hui, il y a à la fois puissance moyenne sud, mais aussi il y a BRICS. Donc, BRICS, il y a deux pays qui méritent qu'on s'y arrête un peu. Il y a la Chine et il y a la Russie. La Chine est la deuxième puissance économique dans le monde, pour ne pas dire qu'elle est la première. Elle est la deuxième puissance économique militaire de par son budget et de par son arsenal. Donc, si la Chine est une puissance moyenne, je m'interroge. La Russie, elle détient 50% de tout ce qui est nucléaire civil. Le marché de nucléaire civil, à 50%, il est détenu par la Russie. Et hier, pas plus tard qu'hier, le nouveau secrétaire général de l'OTAN, M. Mark Rutte, nous a dit que la Russie a fabriqué en 3 mois plus d'armes que l'ensemble des pays de l'OTAN en une année. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Mark Rutte, le secrétaire général de l'OCDE, qui l'a dit en une conférence de presse hier. Donc, parler de la Russie comme puissance moyenne interpelle. C'est pour cette raison, il faut, c'est-à-dire pour la commodité, pour la discussion avec la salle et avec vous, on peut accepter toute notion, mais il faut toujours faire attention pour qu'on ne peut pas dire que tel et tel a laissé glisser cette remarque. Venons maintenant à la réflexion de M. l'ambassadeur Duclos concernant les pays en développement, le Sud et l'Ukraine. Je vous rappelle, Monsieur l'ambassadeur, que l'attitude des pays en développement a suivi 3 phases. La première phase, tout de suite après l'entrée, tous les pays en développement, et notamment les pays africains, se sont mobilisés avec l'Ukraine parce que la question des frontières est une question essentielle chez les Africains. Elle est érigée en principe dans le cadre de l'Union africaine. Donc, tous les pays africains se sont mobilisés. Au départ, revoyez les discussions qui ont eu lieu dans le cadre de Conseil de sécurité au lendemain de l'invasion et vous allez découvrir que les pays en développement, et je cite des mémoires, le Ghana et le Kenya
était le fer de lance de cette remise en cause de l'attitude de la Russie. Je me souviens très bien d'une phrase, je pense que c'est le Kenya qui l'a dit, puisqu'il s'adresse à un membre permanent du Conseil de sécurité, il lui a dit, avec le pouvoir vient la responsabilité. Donc, ça, c'était la première étape. Mais dès qu'on a commencé dans la deuxième étape à sanctionner, les pays en développement se sont détachés. Ils ont dit, ce n'est pas notre affaire. La troisième phase, c'était la phase où il y avait cette histoire ou question de nourriture, cette question de blé, cette question où il y a eu l'initiative, ce qu'on appelle l'initiative de la mer Noire, qui a été, j'allais dire, dirigée par les Nations Unies et la Turquie. Peut-être on peut revenir sur ces aspects. Voilà ce que je peux dire en guise d'introduction et merci. Merci. En tout cas, ça, c'est pour poser un petit peu les jalons et comprendre l'historique euh, des terminologies également. Et donc, peut-être je vais rester très succinctement avec vous, Monsieur Bat, pour vous avez expliqué un petit peu l'historique et l'évolution de ces différents groupes, de leur présence. Vous voulez dire quelque chose? Non, je voudrais agir sur un point, c'est que précisément, moi, je n'ai pas de doute que la Chine et la Russie ne font pas partie du Sud global. Ça, bien sûr. C'est pas parce que la Chine a eu l'astuce de rejoindre le G77 que ça en fait un pays du Sud au sens politique. C'est évident que pour les Chinois, ce qui compte, c'est les États-Unis et qu'ils trouvent des comparses ou une clientèle dans d'autres mondes, mais que pour eux, ils se perçoivent comme ça. Euh, Quant aux Russes, j'ai du mal à croire que c'est plus qu'une puissance moyenne, sauf que malheureusement pour nous, ils détiennent un arsenal nucléaire considérable. Là, on pourra revenir, si vous voulez, sur la question russe, mais le, le- l'incroyable talent de la diplomatie russe, c'est de s'être agrégé précisément aux pays du Sud en formant les BRICS. Et vous avez dit que c'était en 2009, non, en 2011 que s'était tenue la première réunion, le premier sommet des BRICS, où il n'y avait pas d'ailleurs l'Afrique du Sud au départ. Mais c'est en 2008 que Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, avait réuni le chinois, enfin ses homologues chinois, brésiliens, indiens à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et là, les Russes ont parfaitement compris, hein, avec encore une fois un talent remarquable, qu'il y avait quelque chose qui était en train de naître et qu'il valait mieux qu'ils en soient. Et selon la règle habituelle, si vous ne pouvez pas les battre, il vaut mieux les joindre. Ça se dit en anglais. Et ensuite, euh, il y a eu l'annexion de la Crimée, donc en 2014. Et là, il y a eu un sommet des BRICS à Brasilia, quelques semaines plus tard. Et on m'a raconté, les diplomates brésiliens m'ont raconté, que quand Poutine s'est assis, ces autres, pour le dîner du premier soir, évidemment, les autres, le chinois, l'indien, le brésilien, Madame Dina Rousseff, en l'occurrence, sont tournés vers lui avec un air interrogatif. Qu'est-ce que tu as fabriqué? Et Poutine a répondu, écoutez, c'était un complot des Occidentaux, c'était dans mon backyard, je ne pouvais pas ne pas intervenir. Et là, tous ses homologues ont soupiré en disant, bah oui, il a raison. Parce que ces pays qui partagent avec nous beaucoup de valeurs, euh, le cas du Brésil et de l'Inde, la démocratie, en même temps reconnaissent les zones d'influence. Et quand vous leur dites que c'était un complot de la CIA, ils ne mettent pas en cause. Ils n'imaginent pas que ça puisse être autre chose. Et donc là, il y a quelque chose qui s'est cristallisé et qui est quand même fondamental parce que pour moi, parce que entre l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud,
et la Russie, il n'y a quand même pas beaucoup de points communs. Et simplement, alors évidemment, la Chine, c'est un peu différent. Au début de tout cela, la Chine, c'était les suiveurs de la Russie. Et dans les derniers élargissements des BRICS, c'est eux qui sont devenus les moteurs. Parce que au départ, pour beaucoup de pays, ce qui était chic, c'était d'être assis à la table de Poutine. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'être à la table de l'empereur de Chine. Et c'est pour ça que dans les derniers mois, vous avez vu un nombre très élevé de candidats aux BRICS. Et donc, sur un plan opérationnel, mon regret, que j'avais dès 2015 formulé des propositions, c'est que les puissances moyennes européennes ou les puissances occidentales, comme on veut, le Canada, d'autres, n'ont pas été capables de faire cette offre vis-à-vis des puissances émergentes que les Chinois et les Russes ont été capables de faire. Je vais rester sur cette question justement des. Pardon, C'est pas grave, on va enchaîner comme ça, on avance un petit peu dans le débat. Je vais rester sur cette question des BRICS et de leur évolution, de peut-être du changement du pouvoir avec l'entrée de ces pays-là. Donc, comment on peut l'analyser, l'entrée de l'Égypte, des Émirats arabes unis, de l'Éthiopie. Comment est-ce qu'on peut peut-être analyser la donne politique, en tout cas géopolitique, sur le plan africain ou de la région MENA également. C'est la question pour les deux. Ben, je ne sais pas. À vrai dire, je crois que on a parlé de l'Ukraine, il faut parler évidemment de la Palestine. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Il y a aussi, il ne faut pas le négliger, l'espèce d'impuissance de l'administration Biden. C'est-à-dire que pendant longtemps, beaucoup de pays dans le monde avaient vu les États-Unis comme un hégémon. À partir du moment où ils se cassaient le nez en Afghanistan, parce qu'ils ont fait une retraite piteuse, à partir du moment où ils soutenaient l'Ukraine, mais à moitié, sans aller vraiment jusqu'au bout, à partir du moment en plus ils se collaient complètement derrière Israël, c'est clair qu'un certain nombre de pays se sont dit, au fond, on a quand même plus de points communs, même avec les Shintok, qui est quand même un autre monde, et avec les Russes, même si par ailleurs ils avaient, comme vous l'avez dit, condamné au départ l'agression russe contre l'Ukraine. Donc c'est ça, me semble-t-il, la réalité diplomatique et politique du monde dans lequel on vit. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Trump est considéré comme horrible en Europe, mais les grands pays du Sud global, c'est un acteur avec qui on peut faire un deal. Pensez-vous de cette évolution des BRICS? Dire que les BRICS et c'est une, j'allais dire, une évolution, euh, je ne dirais pas nécessaire, mais une évolution, si on prend l'historique. En 2001, Poutine a condamné les événements de New York et il a été invité à participer au G8. Et il a développé sa fameuse conception de ce qu'on appelle la maison commune européenne, qui est pratiquement la reprise de l'idée du général de Gaulle de l'Atlantique à l'Oral. Donc, il a fait ses efforts, mais c'est en 2008, lorsque il a compris que, je ne suis pas en train de les défendre, mais historiquement, lorsque ce sommet de l'OTAN en Roumanie a décidé de l'extension vers les pays de l'Est. D'ailleurs, ce sont deux approches en matière de sécurité. Euh, Votre sécurité s'arrête lorsqu'elle commence la mienne. Votre liberté s'arrête là où commence la mienne, à peu près. C'est l'idée développée plus tard par les Chinois dans le texte qu'ils ont présenté en 2023 pour essayer de jouer le pont entre la Russie et les pays de l'OTAN concernant
la question ukrainienne. Donc, la question de l'Ukraine, et d'ailleurs, il reproche aussi que les accords de Minsk qui ont été incorporés dans une résolution du Conseil de sécurité avec un parrainage de la France et de l'Allemagne n'ont jamais connu une application malgré quelques 40 réunions de Conseil de sécurité. Ça pour l'historique. Donc, il, euh, il y avait des intérêts. Il y avait des intérêts. Le premier intérêt, c'est le gaz russe qui intéressait la Chine, qui a connu un essor important. Et il y avait l'Europe qui bénéficiait de ce gaz, mais il y avait aussi d'autres considérations géopolitiques, j'allais dire, c'est que ces deux pays veulent avoir leur mot à dire dans la définition de l'agenda. On revient à cette question d'agenda parce qu'il n'y a pas que, il y a les Indiens, ce sont les premiers qui se font entendre concernant la définition de l'agenda. Qu'est-ce que c'est l'agenda? L'agenda, jusqu'à une date très récente, les pays du G7 se réunissaient et puis, à travers les idées développées par le G7, il y a un travail qui est fait par l'OCDE et les pays développés viennent poser sur la table des négociations les idées développées et puis les pays en développement ou les autres essayent de s'ajuster, de s'adapter, de refuser, d'accepter en fonction de la situation. Personnellement, j'ai participé à toutes les négociations de ce qu'on appelle le cycle de l'Uruguay qui a mené à la mise en place de l'OMC. Et je connais cette situation où parfois les pays en développement sont mis dans une mauvaise posture. Il faut le reconnaître. C'est assez historique. C'est-à-dire, et même l'Union européenne, rappelez-vous les négociations agricoles. Donc, parfois, même au sein du groupe, il y a des difficultés majeures qui se posent parce qu'il y a des pressions qui sont faites aux uns aux autres. Donc, pour revenir aussi à votre deuxième question, c'est comment on voit l'évolution de ce conflit euh, peut se poursuivre d'un côté, et ça, je comprends bien, c'est le souhait de certains pays en Europe qui ont peur que si jamais on n'arrête pas M. Poutine, il y a un risque de récidive. Pour d'autres, non. M. Poutine peut se satisfaire d'un certain aménagement de la zone russophone qui est très importante pour lui et on peut négocier, et c'est la position, je crois, qui est développée par le président Trump lorsqu'il dit on peut faire régler cette histoire rapidement, c'est qu'il y a moyen de trouver une solution en discutant où se trouve la limite entre les régions russophones et les autres régions non russophones en Ukraine. Et la troisième hypothèse, si on n'arrive ni à celle-là ni à l'autre, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant le développement de l'armement, le risque de déflagration n'est pas à écarter. Je ne dirais pas ça pour faire peur, mais c'est une réalité. Voilà. Bah, il y a un point sur lequel je me permets d'être en désaccord avec vous, monsieur Wasseler, c'est 2008. Parce que 2008, précisément, la France et l'Allemagne ont opposé un veto à l'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine. Quand les Russes disent l'OTAN était parti pour s'élargir à l'Ukraine, c'est tout simplement faux. Et simplement, ils ont un talent formidable pour que leur propre narratif l'emporte sur les autres. C'est complètement faux. Et d'ailleurs, vous voyez bien aujourd'hui à quel point les Américains ne veulent pas entendre parler de l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN. Bizarrement, c'est la France qui est plutôt pour.
Donc là, vraiment, ils avaient un casus belli qui était tout simplement indéfendable. Et je pense que vous avez raison. Poutine, pardon, interrompez-moi, mais j'ai consacré quand même ma carrière à étudier la Russie. J'ai servi à Moscou, etc. Poutine, en 2000, effectivement, filait doux. Il est allé au Bundestag en 2001 ou 2002. Il a fait un discours en allemand extraordinairement amical pour l'Allemagne et pour l'Europe. Mais assez rapidement, il s'est quand même rendu compte du rapport des forces. Et là, il y a un témoignage précieux que vous trouverez dans le bouquin de Sylvie Kaufmann, qui dit qu'en 2002, le président polonais de l'époque, en visite à Pékin, s'est arrêté à Moscou. Et il se trouve que tous les deux avaient le même passé d'apparatchik des partis communistes de leur pays. Et donc, ils parlaient assez le même langage. Et Poutine a retenu ce collègue polonais pendant 4 heures ou 5 heures au Kremlin. Et il parlait à bâton rompu. Et Poutine expliquait sa vision. Et à un moment donné, il a dit, mais attention, les anciens pays de l'orbite soviétique devront revenir à la maison. Ça faisait partie de sa vision du monde. Et évidemment, ce Polonais l'a noté parce que la Pologne ne faisait pas partie du monde de l'Union, de l'URSS. Enfin, elle était quand même un peu enfin, elle était plus qu'un peu dans la zone d'influence, dans le pacte de Varsovie. Donc, cette idée chez Poutine, à le reconnaître, est impérialiste. La reconstitution de l'empire soviétique ou russe, naturellement sous une autre forme, hein. Il n'avait pas l'intention de reconstituer l'empire tel qu'il existait, mais cette idée qu'il doit avoir une zone d'influence et que les Russes doivent pouvoir continuer à faire la loi d'une certaine façon à Kiev ou au Kazakhstan, ou dans les pays d'Asie centrale, c'est une idée fondamentale chez Poutine. Voilà. Et donc, oui, l'OTAN aurait dû faire autrement, tout ce qu'on veut, mais je ne crois pas personnellement que ça aurait profondément changé les choses. Et vous savez, au début, moi, là, j'étais déjà diplomate. Les Américains n'avaient pas tellement envie d'élargir l'OTAN. C'est Walesa et c'est le président tchèques qui ont fait du lobbying en disant mais attendez, la Russie, c'est pas ce que vous croyez, c'est en train de mal tourner. C'est vrai, quand on voyait l'évolution des choses à Moscou sous Yeltsin, c'est assez normal que ces pays se soient inquiétés. Eux, ils avaient une expérience du joug russe. Et donc, moi, j'ai du mal à croire, si vous voulez, que ça a été vraiment très important. Alors en plus, là encore, il faut connaître les Russes, hein. Dans les années 90, quand on allait à Moscou, je m'occupais du désarmement. Et leur thème, c'était la guerre des étoiles, qui allait être dramatique, etc. Puis, ils se sont aperçus que ça ne marchait pas. Donc, ils ont changé de disque. Et l'élargissement de l'OTAN, ça marche. C'est un mantra qui est reçu dans nos opinions, y compris en Europe. Et donc, il ne faut pas leur reprocher, hein, chacun fait son boulot, mais ils ont une capacité quand même d'agite-propre qui fait qu'ils savent très bien détecter les nerfs sensibles. Et ça, c'est un nerf sensible. Encore une fois, moi, j'ai beaucoup de doutes sur le fait qu'ils aient vraiment imaginé que c'était la fin du monde pour eux, l'accession de l'Ukraine à l'OTAN, puisque, encore une fois, ça avait été bloqué. Enfin, le fait est que c'est comme ça qu'ils ont présenté les choses. Ils avaient sans doute d'autres raisons. L'association avec l'Union européenne, ça les gênait vraiment, parce que à terme, ça allait tarir l'immigration ukrainienne en Russie. Et comme ils ont un problème démographique, ils ont intérêt à pouvoir continuer à bénéficier d'un afflux démographique de pays de leur ancienne zone qui les connaissent, etc. Puis comme ils n'aiment pas tellement les gens d'Asie centrale, ils préféraient des Ukrainiens. Pardon, j'ai été un peu long sur. C'est bien parce qu'on apprend des choses, au fait, surtout par rapport sur les plans historiques. Très intéressant, mais aussi si on se focalise un petit peu sur la lecture actuelle. Je sais que vous avez parlé d'un concept des nouveaux faiseurs de roi. Donc,
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce concept de faiseur de roi, son mode opératoire, comment ça marche? Est-ce que ça pourrait modifier un petit peu ces rapports de force traditionnels dont on était en train de parler jusque-là, historiquement? Non, mais c'est une formule journalistique, ça n'a pas de prétention, mais c'est pour appeler l'attention, si vous voulez. C'est pour dire, arrêtez de croire, encore une fois, que la France est le centre du monde. Et aujourd'hui, ceux qui feront la décision entre Pékin, Washington, ça risque d'être New Delhi. D'ailleurs, je crois que le concept de Poutine, il veut tuer le Conseil de sécurité, il déteste le P5, il ne veut pas revenir, comme on le croit quelquefois, au traité de Versailles, il veut revenir à 1815, où la Russie faisait partie des grandes puissances avec le Royaume-Uni, la France et l'Autriche. Simplement pour lui, dans le monde d'aujourd'hui, les vraies grandes puissances, c'est la Chine, les États-Unis et peut-être l'Inde. Et la France et le Royaume-Uni doivent rentrer dans le rang, doivent avoir la place qu'avaient les principautés allemandes au Congrès de Vienne. C'est ça sa vision du monde. Et là, sur les Allemands, il s'est trompé de. Il a fait une erreur de calcul, mais d'ailleurs tout à fait justifiée, puisque les Allemands étaient drogués au gaz bon marché russe. Donc il n'a pas imaginé un seul instant que les Allemands allaient s'opposer à lui sur l'Ukraine. Et même la France, je ne suis pas sûr qu'il accordait tellement d'importance à la France. Alors, depuis tout à l'heure, justement, de ce que j'entends un petit peu, c'est aussi la fragilité de ces nouvelles compositions, on va dire, de pays qui soient de puissance moyenne, de pays émergents, etc. Donc, et cette notion de sud global sur laquelle on n'est pas tous d'accord. Donc, finalement, est-ce que la question qui se pose, ce sud global, tant qu'il existe, pourrait réellement s'unir autour d'une vision commune, euh, qui est quand même pas mal de divergences? Est-ce qu'il y a cette éventualité ou pas, selon vous? S'unir autour d'une vision commune, s'unir autour d'une vision commune, une nouvelle, c'est un peu difficile. Mais perpétuer ce qui est acquis, c'est-à-dire le non-alignement, et je vais revenir, perpétuer le développement et défendre la paix, je pense que ce sont trois axes sur lesquels ils peuvent continuer à travailler. Le non-alignement, il faut le comprendre autrement. Le non-alignement, pas dans le sens qui a été développé dans les années 50-60. Le non-alignement dans le sens qu'il faudrait continuer à coopérer avec tout le monde, ce qu'on appelle le multipartenariat. Le multi-alignement ou multipartenariat, je préfère multipartenariat, c'est le ministre indien qui utilise le multi-alignement. L'idée de départ est très importante. Et lui, il l'explique très bien, c'est-à-dire lorsqu'il est interpellé par les journalistes, il dit, c'est pas parce que je ne suis pas avec vous que je suis neutre. Non, je suis neutre. C'est que je suis sur mon propre terrain. Et en étant sur notre propre terrain, donc on peut développer autant de partenariats que possible. Et paradoxalement, cette thèse, elle existe chez pas mal de pays, y compris la Tunisie. La Tunisie n'a jamais refusé le partenariat de qui que ce soit. Elle applique déjà le Elle modèle applique parce que on a la chance d'avoir à l'origine un président visionnaire, Bourguiba, il a dit clairement, j'ai pas d'ennemis, je ne peux pas avoir d'ennemis. Je suis un petit pays qui doit coopérer avec tous les pays. Ce qui m'intéresse, mon ennemi, c'est le sous-développement. Souvenez-vous, c'était son expression. Dans la diplomatie, l'altérité est quelque chose d'important.
L'autre, comment on définit l'autre? Bourguiba définit le sous-développement comme l'autre. C'est-à-dire l'émancipation de la femme, elle vient de là, parce que l'émancipation de la femme, parce que j'ai besoin de plus de gens pour combattre le sous-développement, de sortir la Tunisie du sous-développement. Donc ça, c'est un concept très important. On a eu la chance de l'avoir dès le départ. Donc la Tunisie n'a pas d'ennemis, elle a des partenaires. Donc ça, c'est un concept qui est fondamental. Et les Indiens aussi le développent d'une manière extraordinaire. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Madame Clinton, elle a essayé de développer ça, mais le partenariat à l'échelle, j'allais dire, multi, comment on dit, multi-stockholder, c'est-à-dire la société civile, les hommes d'affaires, etc., etc. L'idée de partenariat à l'intérieur et avec, donc, cette idée, elle a germé chez les Américains, mais ils n'ont pas été jusqu'au bout. Et elle a servi à un moment donné, même au sein des Nations Unies, parce que la question du changement climatique, tout le monde dit qu'il faut autant de partenaires à l'intérieur et à l'extérieur pour faire face à ces défis qui sont des défis énormes. La deuxième question, qui est la question du développement, c'est une question essentielle. Le développement peut être un outil majeur pour les pays en développement. Actuellement, les pays en développement font face à des difficultés majeures. La question de la dette, la question du changement climatique, la réalisation des ODD, et j'en passe. Donc, les défis sont énormes. On a la question de l'inflation, elle n'est pas particulière à notre pays. C'est une question qui traverse tout le monde. Donc, la question de la réalisation des ODD nécessite des efforts colossaux pour faire face à l'ensemble des questions que nécessite réellement la réalisation des ODD. La dernière question, la question de la paix. La question de la paix est une question essentielle parce que le, la guerre est l'ennemi du développement. Les ressources des pays sont limitées. Ou les ressources vont au développement et à l'économie, ou elles vont à la guerre. L'Allemagne a consacré plus de 100 milliards de dollars en une année pour ce qu'ils appellent rattraper le retard qu'ils ont accumulé en matière d'armement. Le Japon, qui a une constitution qui interdit l'existence d'une armée, a débloqué 300 milliards de dollars pour l'armement. L'intégration de la Suède et de la Finlande, ce sont parmi les rares pays qui continuent à respecter les engagements en matière d'aide publique au développement et de consacrer 0,7% de leur PIB à l'aide au public au développement. Donc, quand on pense que le Japon jouait un rôle important dans le financement du HCR, le secrétaire, le commissaire, haut commissaire pour les réfugiés, a parlé de 102 millions de réfugiés, 102 millions. Et maintenant, il n'y a pas de financement. Le roi, elle allait être sacrifiée par l'action d'Israël. Heureusement, j'ai écouté hier, M. Mazarini nous dit qu'il va maintenir son action à Gaza, bon gré, mal gré. Et donc, tout cet argent qui est retiré au développement, retiré pour aider les pays en développement à faire face à la question du changement climatique, toutes ces frustrations qu'on a notées au niveau des différentes COP viennent de là.
la question de la dette. Macky Sall, lorsqu'il présidait l'Union africaine, a dit qu'un pays en développement africain, pour négocier la dette, le prêt coûte 8 fois ce que le prêt coûte pour un pays développé. Donc, vous imaginez les difficultés que nous rencontrons en tant que pays en développement. C'est pour cette raison, militer pour la paix n'est pas un luxe, mais c'est une question indispensable pour soustraire cet argent qui va à la guerre pour le mettre au service du développement. C'est pour cette raison, tout à l'heure, j'ai donné l'impression d'être un défenseur de Poutine ou défenseur, mais ce qui nous intéresse, c'est que la guerre se termine, même pour vous, même pour vous. Intégrer l'Ukraine, qui est un pays exportateur de denrées alimentaires et d'agriculture, alors que vous avez des agriculteurs qui, j'allais dire, sont en train de multiplier les manifestations pour dire qu'ils ne peuvent plus continuer à développer leur agriculture dans ce contexte, alors que nous connaissons que cette région, elle est l'origine de quelques 30% de la production mondiale de céréales. Voilà ce que je peux ajouter concernant ces éléments. Merci beaucoup. Merci, M. Batti. Moi, je resterai un petit peu sur ce concept donc, de multi-alignement. Très intéressant. Cependant, la question qui se pose, vu que ces pays-là, en tout cas, n'ont pas tous les mêmes intérêts, n'ont pas tous les mêmes priorités, comment est-ce qu'ils pourraient développer une vision commune basée sur ces partenariats, comme l'a si bien expliqué M. Batti? Peut-être pour dire que moi aussi, je serais partisan qu'on mette notre argent ailleurs que dans l'armement pour les Ukrainiens. Mais simplement, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Si on laisse les Russes faire, c'est l'ensemble de l'Europe qui vont vouloir conquérir. Et ça me rappelle un peu, si vous voulez, une conversation que j'ai eue cet été avec des officiels iraniens. Après une frappe d'Israël qui avait éliminé euh, qui avait éliminé le dirigeant du Hamas à Téhéran. Et il me disait, il faut qu'on réagisse, mais il faut qu'on fasse attention parce que comme ils sont les plus forts, si on réagit trop vite ou trop fort, ça va se retourner contre nous. Puis quelques semaines plus tard, il y a eu euh, l'élimination du chef du Hezbollah et d'autres. Ça. Et là, les Iraniens ont fini par attaquer Israël. Et j'ai eu une autre conversation avec les mêmes officiels iraniens, et je leur ai dit, mais finalement, vous faites l'erreur que vous m'aviez expliquée quelques semaines plus tôt que vous n'allez pas la commettre. Et leur réponse a été, bah oui, mais on n'avait que de mauvaises options. On ne pouvait pas tout simplement ne rien faire. On se rend bien compte que ça va être compliqué pour nous. Et pour moi, notre situation avec l'agression russe en Ukraine, euh, c'est du même ordre. Bien sûr, on préférait mettre argent ailleurs que dans l'armement contre la Russie, bien sûr. On préférerait, enfin, surtout les Allemands, continuer à acheter du gaz russe pas cher. Mais on sait que par ailleurs, si on ne réagit pas, bah, le tour d'après sera encore pire. C'est une fatalité des lois humaines. Alors, ceci dit, là où je suis évidemment d'accord, tout diplomate français ne peut être que d'accord, c'est qu'il ne faut pas que ça soit l'arbre qui cache la forêt, qu'il y a quand même tout un autre agenda qui continue à exister et qui doit retenir notre attention. Alors, je ne suis pas spécialement un référaire du président Macron, qui m'est souvent arrivé de critiquer, mais il faut reconnaître que sur ces sujets, sur les conférences qu'il a convoquées à Paris pour essayer de trouver des moyens pour aider les pays les moins avancés,
sur les réformes du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, il a été très loin. Et il a raison, je crois. Donc ça veut dire qu'on peut avoir les deux agendas. On peut être conscient qu'il faut se défendre face à une menace russe et qu'il ne faut pas que ça entraîne pour autant une congélation de l'ensemble du système international et que notamment il est évidemment vital de tenir compte des besoins des pays les moins développés. D'ailleurs, pas par humanitarisme, hein, mais parce que c'est aussi notre intérêt pour qu'il y ait un certain équilibre dans le monde. Donc, je pense que ça, c'est tout à fait la ligne française. Si on va un petit peu vers cette ouverture, peut-être, à la fin de ce débat, effectivement, aujourd'hui, avec ces nouvelles positions, donc Trump dans sa deuxième, dans, sa, dans son deuxième mandat, qu'est-ce que ça peut donner? Quels sont, selon vous, les pronostics sur l'échiquier, en tout cas, des puissances, qu'est-ce que ça va donner? C'est un scénario catastrophe? Il n'y a pas de les catastrophes. Je ne pense pas qu'il y a des catastrophes. C'est-à-dire que il y a toujours quelque chose qu'on peut corriger. C'est les diplomates doivent être, j'allais dire, à la fois vigilants et optimistes. Il doit chercher là où se trouve la lumière pour y aller. Ça, c'est un point essentiel. Sinon, il n'a aucun rôle, un diplomate. S'il n'arrive pas toujours à trouver des compromis, des sources de discussion et autres. Euh, Ce que nous voyons là, ce que vous voyez, c'est-à-dire ce sont des méthodes de négociation. Chacun négocie à sa manière. La politique de Trump est connue pour être la politique des deals. Non, pas uniquement agressif, mais des deals. Donc, j'arrive à un compromis en fonction. Et pour arriver au meilleur, c'est comme le souk chez nous. Donc, vous arrivez, vous demandez le prix d'un tapis, il vous dit 1000 $. Et puis, il faut commencer à négocier pour arriver aux 200 $ que vous avez en poche. C'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Donc, lui, donc, il, j'allais, comment il marchande? Écoutez, il y a un problème important pour lui. C'est il est toujours dans les énergies fossiles. Donc, il est toujours dans le pétrole. Et le pétrole, pour lui, c'est le gaz de schiste. Or, le gaz de schiste est un produit cher. On ne peut pas le produire à moins de 70 $. Donc, à moins de 70 $, donc il n'a pas besoin d'avoir l'OPEP plus contre lui. D'où un compromis avec Poutine et laisser comment dirais-je, l'Arabie saoudite ne pas intégrer le BRICS pour avoir à marchander avec l'un et l'autre. Et aussi, il ne faut pas oublier que le Canada et le Mexique sont des pays pétroliers. Donc, on trouve des compromis, on négocie d'un point de vue avec beaucoup de force et on va trouver un compromis entre tout cela. Ça, c'est un problème essentiel. Donc, si on connaît la raison, on arrive à la solution. La deuxième, c'est les technologies. Les technologies, c'est les terres rares. Les terres rares, une bonne partie se trouve en Afrique et la Chine en domine et il y a une partie qui se trouve en Russie. Mais en Europe, il y a le gisement le plus important se trouve en Suède, du côté de Kiruna. Donc, on intègre la Suède dans l'OTAN. Il ne faut pas oublier que la Suède elle a un développement technologique très important. Elle a le Gripen. Le Gripen, c'est l'équivalent de F-16. Elle a aussi la société Ericsson.
qui a des avancées très importantes en matière de 5G, Nokia et autres. Donc, il y a aussi d'autres régions qui dépendent de Danemark qui sont très importants. C'est pour cette raison on négocie avec nos partenaires qui sont européens, nos partenaires qui sont, j'allais dire, nos voisins et autres. L'essentiel, c'est que nous rattrapons notre retard en matière de terres rares et de, j'allais dire, de voitures électriques. Voilà, donc, vous pensez qu'on va casser la baraque? Non, on va négocier, mais on négocie avec, en mettant la barre très haut. Je crois, c'est ça ce que nous voyons, mais il faut avoir de la patience, il faut avoir, c'est que parfois, nous, les pays en développement, on oublie de mettre les stratèges dans la place qui, qui est la leur pour leur permettre d'éclairer le décideur. On décide et puis, ah, pourquoi on a décidé ça et ça. Donc, je crois que ce sont des, j'allais dire, des situations difficiles, mais des situations qui ont toujours des solutions. Parce que la question du deal, il y a un marchandage qui précède, mais finalement, on arrive à des solutions. Voilà ce que je peux Les dire. négociations, ok, en visant haut. Par contre, si on peut peut-être converger un petit peu vers la situation peut-être actuelle au Proche-Orient, qu'est-ce qu'on pourrait, en tout cas vos recommandations, peut-être à vous deux en tant qu'experts, ou les priorités, on va dire, de ces pays du Sud global qu'il faudrait qu'elles défendent en 2025 par rapport à la situation actuelle au Proche-Orient, selon vous? Ah, c'est pas facile, hein, mais peut-être, je suis d'accord avec l'analyse qui était présentée par l'ambassadeur, avec une petite nuance, c'est que c'est plus difficile pour l'Europe. C'est-à-dire que dans ce jeu transactionnel avec Trump, je ne doute pas que les Saoudiens, les Indiens, les Turcs finissent par s'en tirer, effectivement. Là, c'est pas seulement Trump qui nous en veut et qui veut nous casser, etc. C'est aussi Musk et maintenant la tech californienne. Et ces gens-là, ils veulent vraiment la peau de la régulation européenne pour pouvoir submerger nos marchés. Et puis, il faut dire les choses aussi, submerger nos esprits, puisqu'il n'y aurait plus de régulation, de contrôle, etc. Et j'ai peur quand même, enfin, évidemment, Macron et d'autres ne sont pas nés de la dernière pluie. Il faut espérer qu'ils trouveront la bonne réponse à Trump, mais ça va être plus difficile pour les Européens que pour d'autres pays, hein, que pour les grands émergents, je crois. Alors, sur le Proche-Orient, euh, ce qui est assez inquiétant, c'est que quand même, il n'y a pas beaucoup de docteurs au chevet pas du malade, du mourant palestinien, hein. Ça, c'est vraiment effrayant et triste sur un plan humain. J'espère naturellement que les Français et les Européens pourront faire quelque chose, mais c'est pas sûr qu'ils aient beaucoup de voix, hein, dans cette affaire. Et Washington, c'est pas son problème, les Palestiniens. Et alors, si on compte sur les Saoudiens, là, j'ai quand même un léger doute, quoi. Enfin, faut pas être catégorique, mais euh, voilà, pardon, hein, d'avoir une note un peu pessimiste. Je peux, deux remarques. Je vais venir au Moyen-Orient. La première remarque, c'est un, je ne sais pas, moi, je vois que les souverainistes sont de retour. Et l'Union européenne est une, j'allais dire, c'est une formule supranationale. Donc, c'est un danger puisque les souverainistes sont à l'intérieur. Donc, si vous ne faites pas attention, et, le risque est important. C'est pour cette raison, si j'étais un membre de l'Union européenne, je négocierais aisément
euh, euh, j'allais dire, avec Poutine avant de négocier plus difficilement avec Trump. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais certainement, les élections allemandes vont être la clé de réponse dans les semaines à venir. Pour ce qui est de Moyen-Orient, le Moyen-Orient, il y a pas mal de problèmes qui se posent, euh, sont, qui viennent en même temps. Voilà, se croisent. Au Liban, les choses avec l'élection, que ce soit au niveau du président ou au niveau du Premier ministre, la priorité de la sécurité du pays et de ses frontières semble être la priorité du pays. Et je pense à eux deux, ils peuvent réussir. Euh, Salam était à New York lorsque la résolution concernant le Liban a été adoptée. Donc, il connaît les tenants et les aboutissants. Il s'en est maintenant juriste. Il a fait des études en France et aux États-Unis, au Liban. Donc, il connaît pas mal de les problèmes, c'est-à-dire pour faire une petite révolution juridique dans son pays. Et l'autre connaît son métier puisqu'il était chef d'état-major, donc il connaît les questions de sécurité. La, la Syrie, la question n'est pas stabilisée pour le moment. N'est pas stabilisée et on attend les jours qui viennent pour voir où vont les choses. C'est-à-dire l'essentiel, c'est qu'une approche inclusive est essentielle dans ce pays ou qui euh, nécessite d'aller vers, j'allais dire, un meilleur temps où tous les Syriens se reconnaissent dans le régime qui sera qui sortira des négociations qui vont être entreprises. Mais ce qui nous intéresse directement, c'est la question palestinienne. La question palestinienne, nous avons un cessez-le-feu. Le cessez-le-feu, il faut le consolider. Et il y a une action à faire au niveau des Palestiniens pour faire élire ou émerger une nouvelle autorité pour que cette autorité elle soit représentative de l'ensemble des Palestiniens pour s'occuper du jour d'après, comme on dit. Et je pense que les Palestiniens sont conscients de ça. Pas mal d'experts palestiniens qu'on a vus ces derniers jours développent ces thèses. Reste, y compris le président français, il parle de cette solution de deux États lors de la conférence des ambassadeurs qui a eu lieu récemment le 6 janvier. Dans son discours, elle a parlé qu'il y aurait une conférence à, à New York en juin prochain. Cette conférence doit préparer la solution de deux États. Il dit qu'il y a une coalition de quelques 100 pays autour de l'Arabie saoudite pour aller vers cette solution de deux États. Donc, si jamais, c'est-à-dire la communauté internationale, pour nous, la légalité internationale est là, les résolutions du Conseil de sécurité sont là. Si maintenant des gens de bonne volonté ils disent nous sommes disposés à aller de l'avant, donc pourquoi insulter l'avenir? Donc c'est comme ça que je vois les choses. Je vois qu'il y a une volonté des Palestiniens qui n'ont pas fléchi, qui se sont dressés pour dire oui, on est là. La question palestinienne était enterrée, elle est de nouveau sur la table. Deuxième chose, ils ont obtenu maintenant un cessez-le-feu, bien sûr au prix de grands sacrifices, quelques 50 000 personnes, c'est c'est une catastrophe. Donc, je ne voudrais pas ouvrir la question de polémique sur génocide ou pas génocide, etc. Bon, si Nawaf Salam, en tant que président, a quitté la CIG, c'est une occasion pour évacuer cette question de l'agenda de j'allais dire, de la CIG. Moi, je reste optimiste.
les Palestiniens ont assez souffert. Il est grand temps que nous les accompagnions pour récupérer leurs droits. Voilà ce que je peux dire. Je vais rester sur cette note positive avant de passer le micro au public. Pour d'éventuelles questions, c'est vrai que le sujet est très large, donc on a un petit peu survolé. On n'a pas pu d'ailleurs, j'ai pas pu poser toutes les questions, mais je serais contente d'avoir qu'on ait appris autant d'informations sur le sujet. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais prêter mon micro. C'est pour vous des questions. Mesdames et messieurs, merci pour la présentation, merci pour les informations qui nous ont été très riches et très chics. Euh, Lorsqu'on dit, premièrement, c'est pour la question palestinienne, il s'agit d'un génocide qui a été perpétré par l'entité sioniste, c'est indiscutable. Donc, pour notre intitulé, Sud global, moyenne puissance et un nouveau monde. Lorsqu'on dit un nouveau monde, on doit essentiellement nous revendiquer de Jacques Derrida qui a parlé de l'apparition de nouveaux paradigmes mondiaux. Donc, ma question est simple. En tenant compte des inégalités militaires, sécuritaires et monétaires de la part en faveur plutôt des puissances, des grandes puissances mondiales, est-ce qu'on peut voir un nouveau monde? Est-ce qu'on peut considérer que les moyennes puissances peuvent contrebalancer les grandes puissances? Et sur quel plan exactement, sur quel niveau exactement les moyennes puissances peuvent contrebalancer les grandes puissances? Et merci. On répond? Comment on fait? Là, vous posez une question très pertinente. J'aurais voulu qu'on ait le temps de discuter de ce qu'on appelle le pacte de l'avenir. Le pacte de l'avenir, c'est un pacte qui a été adopté le 22 septembre dernier. Il est constitué autour de 5 axes. Le premier axe, c'est les ODD et le financement de développement, les problèmes que j'ai évoqués tout à l'heure. Le deuxième axe, c'est la paix et la sécurité dans le monde. Et le pacte n'a pas été, j'allais dire, de main morte, excusez le terme, mais il y a un blocage, notamment en matière de la conférence de désarmement qui est bloquée depuis quelques années. Le troisième axe, c'est l'axe des nouvelles technologies, et notamment cette intelligence artificielle. Comment la maîtriser, comment la dompter, comment la mettre au service de tous les pays et réduire au maximum les méfaits de l'intelligence artificielle et toutes les technologies. Le quatrième axe, c'est la jeunesse et les générations futures. La jeunesse, il faudrait inclure la jeunesse dans la décision, que ce soit au niveau national, au niveau régional et au niveau global et international. Tout le monde trouve que les jeunes ne sont pas impliqués dans la décision, à tous les niveaux. Réfléchir sur les générations futures, c'est changer notre mode de consommation et de production. On consomme comme si les ressources vont être là tout le temps. Donc, on ne pense pas aux générations futures. Donc, il faut transformer notre mode de production et de consommation et de réflexion sur les sujets. Et le dernier point, c'est la réforme des instances internationales, Conseil de sécurité et architecture financière. Donc, ce sont ces 5 priorités qui forment un paquet, ou package deal, qu'on a appelé le pacte de l'avenir. Cette année, on va célébrer le 80e anniversaire des Nations Unies. Est-ce que ça va connaître un début d'application? Nous espérons tous.
le consensus a été obtenu, j'allais dire, avec force. La Russie allait objecter à l'acceptation. Finalement, elle a vu le mouvement des pays du Sud qui voulait coûte que coûte l'adoption de ce pacte. Elle a, j'allais dire, marqué une réticence, mais elle n'a pas bloqué le consensus. L'Argentine également, qui avait des problèmes parce que leur président est un président très libéral, il ne veut pas d'intervention de l'État, alors que toutes ces questions nécessitent l'intervention de l'État. Il allait aussi faire des objections. Finalement, il a dit ça dans son discours. Donc, vous voyez qu'on a un instrument. Les pays en développement disent, nous voulons l'application. La réforme du Conseil de sécurité, là où je reviens vers vous puisque vous avez posé, il y a des pays qui sont candidats. Il y a plusieurs schémas, y compris les États-Unis sont venus avec leurs propositions. La France aussi a laissé entendre qu'elle a une proposition qui correspond à la position de ce qu'on appelle le G4. Le G4, c'est l'Allemagne, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud. Donc voilà euh, le Japon, excusez-moi, le Japon. Le Japon, donc ces quatre pays ont une proposition et la France semble opter pour la position de ces G4. Voilà ce que je peux répondre à votre question. Non, je suis d'accord. Simplement, il faut être réaliste. Ce sommet de New York, c'était très bien. Ça adoptait effectivement des documents tout à fait précieux. Il n'y avait pratiquement aucun chef d'État et de gouvernement, en tous les cas occidentaux, hein. Et même le président Macron, c'est quand même, pour la France, c'est quand même, on dit toujours, vous savez, la France est la fille aînée des Nations Unies. Il n'était pas là pour ça. Ça, c'est quand même un recul assez significatif. Alors, ceci dit, les choses peuvent changer. Les bases ont été posées, comme vous l'avez très bien dit, monsieur Rasseler, c'est très important. Et là, peut-être, je reviens de propositions que j'ai faites depuis longtemps. Donc, moi, je crois qu'au-delà de ces documents consensuels, il faut qu'il y ait un espèce de groupe cœur qui anime la mise en œuvre. Et pour moi, ça doit être une réunion des moyennes puissances de l'Ouest et du Sud. Et donc là, on peut imaginer différents formats, mais sur des sujets comme cela, la France, le Brésil et l'Inde et d'autres, même l'Allemagne, doivent pouvoir travailler en commun et ce sera vital pour tirer les documents que vous avez mentionnés dans la mise en œuvre. J'ajouterais quand même deux points, c'est que le timing est essentiel. Et il me semble que si on ne fait pas ça maintenant, un certain nombre de grands émergents vont dealer avec Trump. Et donc, moi, j'aurais souhaité qu'on commence, comme les BRICS, je vous l'ai dit, avaient commencé modestement en marge de l'Assemblée générale, j'aurais souhaité qu'on commence ce type de groupe Nord-Sud en marge du dernier G20 à Brasilia. Parce que c'est maintenant qu'il faut planter les germes. J'ai eu un dîner une fois très passionnant en novembre avec des hauts officiels chinois. Ils sont assez relax, hein. Ils savent très bien qu'ils vont dealer avec, enfin, ils pensent qu'ils peuvent dealer avec Trump, mais quand même, ils essaient quand même de voir une contre-alliance avec certaines puissances européennes, parce que quand même, à toutes fins utiles, il faut avoir des précautions. Et donc, ça, je maintiens que c'est maintenant qu'il faut avancer sur un format quelconque qui permette de mettre en œuvre ce type de résolution que vous avez tout à fait juste titre mentionné. Deuxième observation, le président Biden, il y a 3 ans, s'est résolu à dire au Conseil de sécurité qu'il était pour l'élargissement. Là, il a changé la ligne des États-Unis. Et là, je dois dire, moi j'ai été stupéfait que la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, le P3, n'aient pas pris immédiatement l'initiative. Parce que, bien sûr, ça aurait peut-être échoué, ça aurait probablement échoué, mais quand même, ça aurait voulu dire qu'on était en mouvement. Et si vous voulez, quand vous voyez les prises de position des présidents français
à l'Assemblée générale. Il répète la position canonique sur l'élargissement, bien sûr, avec les pays que vous avez indiqués, plus de pays africains. Mais voilà, c'est comme une sorte de rite sans qu'il y ait eu d'initiative proprement dite. Et là, je pense que c'est d'autant plus dommage qu'au sommet des BRICS d'Afrique du Sud, l'année précédente, le document des BRICS soutenait la candidature du Brésil, de l'Afrique du Sud et de l'Inde, nommément. Cette année, à Kazan, ça ne figure plus. Parce que quand il y a, comme il y a de nouveaux membres, ils ne l'ont plus fait. Puis évidemment, quand les Russes disent qu'ils sont pour l'élargissement, ils excluent le Japon et l'Allemagne, bien entendu. Donc, tout ça n'est pas fait. Mais quand même, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas saisi le moment, quoi. Et là, je crains que avec Trump, il ne va pas reparler de ça. C'est pas son truc, hein. C'est pas qu'il est pour ou contre, c'est que c'est pas son truc. Et donc, j'ai l'impression qu'on aura perdu une occasion. Bonsoir à tous. Je me présente, Rimel Fifi, élève de la première année à l'ENA. En enchaînant avec la question de la Palestine, j'ai une question à vous poser. Et comment peut-on considérer le rôle de la Palestine comme un acteur dans les relations économiques internationales et les relations internationales d'une manière générale? Merci. On répond immédiatement, mais il y a d'autres questions On peut peut-être. prendre deux questions. Deux. Deux, Ouais. trois, trois. Je ne sais pas s'il y a des questions qui se croisent. Merci beaucoup pour cette discussion. Alors, je me présente. Je suis Haïfa Kramti. Je suis élève de la première période à l'École nationale d'administration de Tunis. Donc, quand je vois le titre de votre présentation, Sud global et moyenne puissance, un nouveau monde, point d'interrogation. C'est beau à voir. Mais moi, je pense, quand on parle d'un nouveau monde, il faut d'abord discuter de ce monde actuel et revenir à ce que cet ordre, comment il a commencé. Donc, on parlait des réformes du système des Nations Unies, du Conseil de sécurité, mais on sait tous et toutes que ça a commencé déjà après, dans le contexte de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Donc, pour réformer la Charte des Nations Unies et le Conseil de sécurité, il faut passer par le vote et aussi on va penser au blocage qui pourrait être fait par les membres, par les membres plutôt permanents du Conseil de sécurité. Donc, est-ce que vous pensez réellement qu'un nouveau monde puisse avoir le jour sans passer par les atrocités de la guerre, tel était le cas de la Deuxième Guerre mondiale? Ou bien est-ce qu'on puisse vraiment penser à ce que les puissances actuelles et qui détiennent actuellement donc le droit de veto puissent céder à ce privilège et accepter réellement la réforme, parce que c'est pas vraiment facile à passer. Merci. Merci. Mustapha Mesgani. Partager avec vous et avoir votre avis. Justement, ambassadeur Bahti a parlé du volet technologique et de l'intérêt des États-Unis pour la technologie. Il y a quand même quelque chose qui est basé sur la technologie, qui est le numérique, dont ambassadeur Duclos a parlé, en mentionnant l'alliance entre Musk et la Silicon Valley, je dirais, avec Trump, le volet données et le volet intelligence artificielle, et qui est quand même une guerre assez importante. Une des raisons du conflit, je vais dire, et un des moments où le conflit, entre guillemets, États-Unis-Chine a explosé, c'était avec Huawei et la 5G. Justement, qui va maîtriser le réseau? Le réseau aux États-Unis, le réseau ailleurs, mais principalement le réseau aux États-Unis. Et ça aboutit même à l'arrestation du fondateur de Huawei, ou du premier responsable de Huawei, de sa fille, du moins qui est CFO de Huawei.
Et vous avez mentionné le multipartenariat, je dirais, fait par les États-Unis. En réalité, j'ai eu l'occasion de voir aussi ce multipartenariat-là avec pour objectif de casser les réglementations des organisations internationales de réglementation, de régulation, entre autres dans le domaine de l'Internet avec l'ITU, l'Union internationale des télécoms, et avec de l'autre côté les États-Unis qui sont arrivés à pousser l'Internet Society, l'ISOC, justement pour présenter ça comme étant la société civile, comme étant une gouvernance privée des intervenants, etc., mais en réalité, qui était infiltré et financé justement pour ne pas que les pays soient eux-mêmes les régulateurs dans ce domaine-là. Et ça aboutit aussi à l'intelligence artificielle, justement avec les données, l'intelligence artificielle, etc., avec toutes les menaces qu'il y a derrière. Je suis du monde du numérique, hein, donc avec toutes les menaces qu'il y a derrière, même pour, je dirais, déformer les raisonnements que peuvent apporter une machine pour ceux qui utilisent beaucoup l'intelligence artificielle. Pourquoi je parle de data et intelligence artificielle? Parce que justement, les pays du Sud et le Sud global lui-même peut avoir un grand rôle à jouer. Et s'il ne joue pas ce rôle-là, malheureusement, il y aura un grand euh, dans le monde et les industries qui sont devenues plus grandes que beaucoup de pays et qui commencent à avoir plus de pouvoir que beaucoup de pays, qui risquent de pouvoir maîtriser et dominer le monde. Merci. Merci. Je vais essayer de répondre aux trois questions et je laisse à mon collègue aussi peut-être de faire ses remarques concernant les trois questions. Je commence par vous aussi, Mzani. La question de 5G, l'ordinateur quantique, les données, c'est un enjeu et un enjeu de taille pour toutes les sociétés. Et c'est lié à des questions essentielles. C'est en matière de 5G, les Américains ont découvert leur retard en 2019 avec Trump. Vers la fin de son mandat, c'est lui qui a initié l'action de rattrapage en organisant une réunion à la Maison-Blanche. Et c'est là où ça a été décidé qu'il y aurait des problèmes avec Huawei. C'est lui qui a décidé cette réunion en 2019 qui a décidé que dorénavant, tout passe par ou des entreprises américaines ou des entreprises européennes ou seul Japon et Corée du Sud, et notamment Corée du Sud. Et de là est né ce problème d'aller vers, coûte que coûte, vers Taïwan. Donc c'est un problème, j'allais dire, en termes de technologie, maintenant ça fait plus que 6 ans, c'est de l'histoire ancienne, mais c'est une question très importante. Tout à l'heure, j'ai évoqué la question de pétrole, mais aussi il y a le dollar. Le dollar, il n'y a pas que le pétrodollar, mais il y a la question que vous évoquez, la question de protection des données, que je ne vais pas soulever ici parce que c'est une question assez complexe pour discuter dans, j'allais dire, ce genre de débat. Et la course effrénée pour aller vers Taïwan est une question essentielle dans ce que vous évoquez. Donc, je suis d'accord avec vous. C'est une question qui va occuper la société internationale. Tout le monde le dit. Aujourd'hui, Madame l'ambassadeur a évoqué les incubateurs qui sont développés dans les entreprises françaises ici en Tunisie. Donc, on peut être fier que la Tunisie est sur la bonne voie pour aller. L'intérêt de la Tunisie à la question des technologies, de l'Internet et autres ne date pas aujourd'hui. Elle date de ce fameux sommet de ce qu'on appelle de SMSI qui a eu lieu en 2005. Donc, vous mettez le doigt sur un problème qui est un problème réel et un problème important. Donc, il faut que les Tunisiens prennent cette question à bras le corps parce que c'est une question essentielle
et l'avenir est là. Donc, je suis d'accord avec vous. Mademoiselle, votre question est très pertinente. Réformer le Conseil de sécurité, et c'est une résolution de l'Assemblée générale parce que la charte n'exige pas les 2 tiers, mais c'est une résolution de l'Assemblée générale qui le demande, qui l'exige et qui vaut à une réforme de la charte. Vous avez parfaitement raison. Mais effectivement, avant d'aller vers cette réforme, il faut que les pays s'entendent sur ceux qui vont accéder à ce poste de membre permanent. L'Afrique elle-même a demandé 2 postes. Et pour le moment, il y a au moins 3 candidats. L'Afrique du Sud, monsieur l'ambassadeur vient de le rappeler. Le Nigeria, qui est le pays le plus important de point de vue économique et démographique, et l'Égypte. Donc, 2 sièges pour 3 pays. Donc, voilà, le problème est entier. Les Américains, tout à l'heure, je parlais de G7, de G4, donc le Japon, l'Allemagne et le Brésil et l'Inde. Comment ils ont fait, les Américains? Ils ont dit oui pour l'Allemagne, oui pour le Japon, oui pour l'Inde. Le Brésil, ça appartient au groupe latino-américain, c'est aux latino-américains de se débrouiller. C'est-à-dire une manière de dire non au Brésil. Donc, ils vont négocier entre Argentins, Mexicains et Brésiliens. Donc, vous voyez, c'est une question de volonté avant d'arriver à la réforme. Donc, si jamais on arrive à s'entendre sur les pays, le reste suit. Comme on dit, c'est de l'intendance. Réformer, parce qu'il y a une volonté de réformer. Lorsqu'on a cette volonté de réformer, elle suit. Votre question est très pertinente. Sur la scène internationale, les pays arabes ne font rien concernant la Palestine qui ne soit proposé par les Palestiniens. Et si les pays arabes ne font rien qui ne soit proposé par les Palestiniens, tout le reste doivent, j'allais dire, euh, s'aligner sur cette position. Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'était en 2019 ou 2020, Madame l'ambassadeur, que le représentant Mansour a présidé le groupe 77. Donc, la Palestine a présidé le groupe 77. Elle a été le leader. Je pense que c'était en 2020 que, donc, vous voyez, elle n'était pas membre à part entière de l'Assemblée générale, mais tous les pays en développement lui font confiance. Donc, la diplomatie, j'allais dire, palestinienne est très active. L'ambassadeur Mansour a présidé tout le groupe 77 pendant une année. Aussi, actuellement, bien sûr, il y a un travail à faire sur le plan interne, mais il faut un travail aussi pour accompagner cet exercice. Le cessez-le-feu n'est pas une fin en soi, c'est un travail important qui doit accompagner tout ce processus jusqu'à l'exercice que je mentionnais tout à l'heure, qui va aboutir, Inch'Allah, vers la fin de l'année présente avec l'adoption de cette solution de 2 États. Espérons et gardons l'espoir. Donc, votre question, elle est pertinente dans le sens où les Palestiniens sont très conscients de cette question de projection. Ils se projettent pour que les gens les voient, qu'ils sont actifs et qu'ils veulent aussi gagner de haute lutte leur place sur la scène internationale. Merci beaucoup pour votre réponse. Non, mais quelques notes rapides, hein, sur le conseil de sécurité. Euh, Moi, je crois à la notion de kairos, comme disaient les Grecs. C'est-à-dire, il y a des choses qui ne marchent pas pendant des décennies, et puis d'un seul coup,
les conditions sont favorables. Et donc c'est pour ça que c'est une erreur pour moi que des pays comme le nôtre ne continuent pas à mettre ce sujet sur la table de façon très, très énergique. Alors effectivement, il y a plein de problèmes. Ce que vous avez signalé, c'est qu'au sein même des pays du Sud, il n'y a pas de vrai accord. Mais ça ne doit pas nous dispenser quand même de militer pour cet élargissement. Ensuite, pour la Palestine, je ne sais pas parce que je ne connais pas suffisamment, mais si vous voulez un témoignage personnel, quand j'étais ambassadeur en Syrie, je visitais de temps en temps le camp de Yarmouk, qui était un très grand camp de réfugiés palestiniens, où l'UNRWA faisait un travail absolument admirable. Donc, c'est pas par hasard que le gouvernement de Netanyahou veut la suppression de l'UNRWA. C'est qu'il formait, année après année, des jeunes Palestiniens tout à fait intelligents, capables, etc. Et quand je parlais avec eux, une fois, ils m'ont dit, j'ai posé la question, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Il y en avait la moitié qui voulait faire euh, analyste financier dans le Golfe et l'autre moitié qui voulait rejoindre le djihad. Et au fond, pour moi, ça reste emblématique. On a quand même une chance qu'il y ait tous ces jeunes Palestiniens formés qui veulent faire quelque chose de leur pays et qui ont des talents, quoi. Tous les gens qui le... Moi, je ne les connais pas très bien, mais comme ça, à chaque fois, je suis quand même frappé par ce talent. Sur l'intelligence artificielle, la question que je me pose, vous avez vu que la France va accueillir en février un sommet, un de plus. C'est est-ce que c'est pas l'un des rares sujets sur lequel on peut avoir une convergence avec la Chine? Parce que pour des raisons qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, hein, qui sont politiques et qui ne peut pas approuver, mais enfin, le fait est qu'eux aussi ne souhaitent pas une dérégulation sauvage, hein. Et donc, est-ce qu'il peut y avoir un agenda entre quelques grands pays du Sud et les moyennes puissances de l'Europe? Alors, c'était un peu mon thème précédent, mais là, ce serait sur une application concrète pour faire un front commun contre les magnats de la tech californienne que Trump veut servir. Je pense que on est arrivé un petit peu à la fin de cette conférence, de ce débat, qu'on pourra éventuellement continuer dans la cour. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Merci pour Patience. patience. C'était très intéressant en tout cas. Merci pour la pertinence des questions du public également. Merci à vous, Monsieur Duclos. Merci à vous, Monsieur Bati. À très bientôt dans une autre conférence débat Hiwarna. Merci.